c'est la question des binationaux plus largement qui est posée et c'est ce qui a donné une dimension internationale à la fois au conflit et à la négociation. D'où l'implication en particulier des États-Unis, une implication très forte, mais également une implication française via le canal qatari. Et puis, il y a une dimension purement nationale ou interne israélienne à ce processus. Pourquoi ? Parce que faut se rappeler qu'au départ, dans l'esprit du gouvernement israélien, la question des otages était, pas prioritaire. Elle n'était pas prioritaire et c'est grâce à la mobilisation des familles qu'elle s'est imposée à l'agenda politique du gouvernement. Il ne pouvait plus faire fi de cette question et elle est montée progressivement, crescendo, dans l'agenda de la guerre elle-même. Et donc là, l'accord en tant que tel et l'événement auquel on va assister aujourd'hui, c'est la libération de certains otages, finalement c'est aussi une victoire politique des familles d'otages qui ont réussi finalement et qui ont gagné leur bras de fer avec un gouvernement qui a une couleur politique particulière, d'extrême droite, et qui considérait que cette guerre se résumait grosso modo à la destruction du Hamas comme objectif militaire, et que finalement la question des otages était secondaire, et qu'elle était même considérée, enfin en tout cas la figure même de l'otage était considérée et perçue presque comme une victime collatérale du conflit. Eh bien ce postulat-là, il a été renversé, il a été grâce finalement aux familles d'otages qui ont réussi à mettre en avant finalement une dimension à la fois humanitaire et une dimension politique aussi. On a eu le droit à une confrontation physique presque, en tout cas visuelle, entre familles d'otages et membres du gouvernement. Il y a quelques jours, une image très forte, qui a été filmée en direct, et on a bien perçu que les logiques n'étaient pas du tout les mêmes. Et finalement, c'est en cela que c'est aussi un événement politique fort côté israélien. Mais en réalité, la situation de ces prisonniers qui relève de ce qu'on appelle la détention administrative, sur laquelle je reviendrai juridiquement, en vérité, c'est une situation qui est liée à la situation d'occupation de la Cisjordanie. Côté israélien, on n'a pas à justifier en fait l'emprisonnement. Comme vous l'avez rappelé, la détention administrative, elle se caractérise par le fait que les autorités israéliennes n'aient pas besoin d'inculpation, c'est-à-dire de charge, qu'il n'y a pas de procès et que l'emprisonnement est prévu pour 6 mois renouvelables, indéfiniment. Donc effectivement, là, on a une vraie caractéristique de ce qu'on appelle une situation d'occupation militaire, parce qu'il y a le mot un peu abstrait, on ne sait plus ce que c'est que l'occupation militaire, même si historiquement, nous, Français, on l'a vécu. Là, très concrètement, c'est ça. C'est l'arbitraire, tout simplement. D'accord. Et un arbitraire qui interroge d'autant plus pour un État qui, quand même, officiellement, formellement, en tant qu'allié stratégique, aussi un État de droit démocratique. Et là, on a vraiment une contradiction entre ce régime juridique spécial qui est lié à la situation d'occupation de la Cisjordanie et qui permet effectivement d'emprisonner des Palestiniens de manière arbitraire. Là, on met vraiment de côté ces Palestiniens-là qui sont en prison sans savoir exactement pourquoi. Et naturellement, ceux qui sont emprisonnés pour des raisons très claires, à savoir la commission soit d'une attaque contre les forces de l'ordre ou autre. Et donc, c'est une arme d'occupation et c'est une arme aussi de répression contre toute contestation politique. En fait, il suffit que vous représentiez une... Et je te mets au trou. Voilà. Mais c'est... Les 150 qui vont être libérés, on imagine qu'Israël a pris des petits jeunes qui n'avaient pas fait grand-chose. A priori, il y a une proportion effectivement de mineurs. Et là aussi, c'est une autre réalité de ce conflit que beaucoup découvrent. Cette réalité, c'est qu'il y a beaucoup de mineurs et donc d'enfants en prison. Voilà, les Palestiniens en prison. Certains, effectivement, n'ont fait que jeter des pierres. Vous allez me dire, jeter des pierres en France suffit pour aller en prison également, c'est un délit. Sauf que là, en l'occurrence, le fait de jeter des pierres pour un adolescent palestinien s'inscrit dans un contexte qui est celui de l'occupation militaire israélienne. Votre question, c'est aussi une manière de poser la question des vrais objectifs de l'offensive israélienne. Parce que, faut le rappeler officiellement, c'est la destruction du Hamas. Or, non seulement on ne sait pas quel est l'état actuel des forces armées militaires du Hamas, comment mesurer finalement, comment apprécier que cet objectif a été ou non atteint côté israélien. C'est-à-dire à quel moment les Israéliens pourront considérer qu'ils ont atteint leur objectif, dès lors qu'il est très difficile de considérer que le Hamas n'existe plus en tant que menace. Donc c'est une manière, je pense, derrière cet objectif officiel, de se donner
une forme de blanc-seing, de se donner du temps aussi, considérer que cet objectif sera atteint lorsque les Israéliens auront décidé qu'il est atteint, même si factuellement il ne peut pas être atteint, parce que comme ça a été dit, le Hamas non seulement est une organisation ancrée dans la population, mais qu'en plus elle jouit actuellement d'une vraie assise sociale et populaire, je dirais même donc politique. Donc comment vous voulez d'une certaine manière détruire une entité qui n'est pas que militaire mais politique et dont la revendication fondamentale est animée par des considérations islamistes, mais qui a une visée de libération nationale et qui est partagée en tant que telle par la population palestinienne en tant que telle. Donc vous voyez, là c'est en cela que c'est aussi une manière de vous répondre. Dire qu'on pourrait enchaîner dès lundi sur des négociations de paix, côté israélien, on n'est pas encore dans cette perspective-là parce que l'objectif officiel est de nature militaire. Il consiste à détruire l'adversaire, l'ennemi, identifié, le Hamas, sauf que cet ennemi n'est pas réductible à une organisation terroriste, n'est pas réductible à une organisation militaire, que par conséquent on a du mal à distinguer finalement dans cette approche-là le Hamas et les Palestiniens de Gaza, d'une certaine manière, et résultat, on sent bien que le sort des Gazaouis en tant que population civile, en tant que communauté humaine, il faut le rappeler, ne se pose pas dans cette perspective-là, dans cette logique publique internationale a déjà basculé et c'est assez remarquable. On a vu des manifestations d'une ampleur et d'une fréquence qu'on n'a pas connues dans le cadre des opérations israéliennes précédentes à Gaza, y compris dans des pays qui apparaissaient comme plutôt pro-israéliens. Je pense aux États-Unis, je pense également à des réactions diplomatiques. En fait, il y a deux types de réactions. Des réactions diplomatiques assez remarquables. Je pense à des pays d'Amérique du Sud, comme la Bolivie, la Colombie, qui a priori sont très lointains. Je pense que le prisme ou l'approche qui se fonderait strictement sur une lecture soit religieuse, soit ethnique, et à côté de la plaque, dans la mesure où elle n'est pas suffisante pour comprendre les enjeux d'un tel conflit. Si ça prend une telle propension, c'est pas le seul conflit sur la scène internationale, et c'est pas le plus meurtrier pour tout dire. Et pourtant, il mobilise et il focalise l'attention pour une raison, je pense, très simple, c'est que une concentration des valeurs auxquelles croient la plupart des citoyens du monde, comme on dit. C'est-à-dire que là, il y a l'incarnation à travers ce conflit de valeurs comme la justice, mais de manière très criante, je veux dire presque caricaturale. Nous n'avons plus de conflits coloniaux de cette nature sur la scène internationale. Ça nous renvoie au siècle dernier, au mieux, et c'est en cela que c'est choquant pour beaucoup de gens, des jeunes d'Harvard jusqu'aux citoyens boliviens qui manifestent. On peut s'interroger, pourquoi se mobiliser pour un conflit qui, a priori, géographiquement est lointain et d'un point de vue civilisationnel, ne les toucherait pas. Parce qu'encore une fois, il y a quelque chose d'universel qui se joue dans ce conflit, quelque chose qui relève des valeurs. Et c'est peut-être ça qui échappe et qui n'est pas assez pris en considération par les Israéliens. Non seulement ce que vous avez rappelé et montré est exceptionnel, un siège total par rapport à imposer une population civile. Où est-ce qu'on connaît ça par ailleurs? Où est-ce qu'on a connu ça? On l'a connu avec le Nagorno-Karabakh qui a été en siège pendant 1 an avec les Azeris et la communauté internationale. Avec le silence de la communauté internationale. Oui. Avec des expressions comme soutien inconditionnel. Mais Jean-Paul Chagnolot, quel